Ora si registrerà la conferenza. Bon, nous voici donc avec Jean-Luc Casaillon, que nous remercions vraiment beaucoup pour avoir accepté notre invitation. Et c'est la première interview en français, en fait, de cette série qu'on a organisée dans le cadre de notre projet Erasmus+, qui s'appelle en anglais Multiscale EU, disons donc l'Union européenne à plusieurs échelles, dans un point de vue, dans une perspective pédagogique avant tout et d'éducation à la citoyenneté. Et c'est dans ce cadre donc que nous accueillons Jean-Luc Casaillon et nous en sommes particulièrement honorés car à côté de son expérience professionnelle en tant que professeur des écoles en France et maître de formation, il a été aussi le directeur général pour très longtemps, si je me rappelle bien, depuis 2004 jusqu'à l'année dernière peut-être, le directeur général, je disais, de ce MEA et donc des centres d'entraînement aux méthodes pour l'éducation active. Et il va bientôt nous expliquer mieux de quoi il s'agit, car ceux qui vont écouter et voir cette vidéo seront principalement des enseignants et des enseignantes italiennes, mais pas seulement italiennes, mais surtout italiennes dans le cadre de ce projet, du moins. Et donc, c'est peut-être la première question à vous poser, c'est-à-dire, est-ce que vous pouvez nous expliquer et nous raconter un petit peu mieux, d'abord, votre expérience professionnelle et puis en particulier votre expérience en tant que directeur de ce MEA? Merci pour cette présentation. Alors, mon expérience professionnelle, ça a été 15 ans d'enseignement dans l'école maternelle pendant 7 ans et en école élémentaire pendant 8 ans. Voilà. Et puis, durant ces 15 années, j'étais militant bénévole d'une association qui s'appelle les CMEA. Et j'étais militant bénévole notamment dans l'encadrement de colonies de vacances et dans l'encadrement de stages de formation d'animateurs et d'animatrices. Donc, mon parcours militant a commencé quand j'avais 17 ans, il ne s'est jamais arrêté. Et donc, après 15 ans d'enseignement, quand on m'a proposé de pouvoir intégrer les CMEA, mais cette fois-ci en tant que salarié, j'ai accepté et donc j'ai pris des responsabilités dans la direction d'abord des CMEA de Normandie, à Rouen, en Haute-Normandie, dans le nord de la France. Et puis, quelques années plus tard, donc au niveau national, où effectivement, comme vous le disiez, j'ai assumé les fonctions de directeur général adjoint d'abord pendant 5 ans, puis ensuite pendant 10 ans, celle de directeur général sur le plan national. Alors, c'était finalement l'aboutissement d'un parcours militant et qui ne s'est jamais arrêté, qui se poursuit encore aujourd'hui avec l'engagement qui est le mien dans Convergence pour l'éducation nouvelle, mais nous y reviendrons peut-être pour la suite. Alors, s'il fallait que je présente les CMEA peut-être en 2 mots, c'est un mouvement militant d'éducation nouvelle, d'éducation active, qui est né en 1937, dans sa première existence après le Front populaire en France, et qui s'est très très vite préoccupé de la formation des cadres qui s'occupaient des enfants et des jeunes. Alors dans un premier temps, dans les patronages laïques, les premières colonies de vacances laïques, et puis petit à petit aussi dans le champ de l'école, puisque les premiers militants des CMEA étaient très très majoritairement des enseignants français qui trouvaient à travers les stages de formation l'occasion d'expérimenter de nouvelles méthodes d'animation, de nouvelles méthodes d'éducation et une autre approche de l'éducation, bien sûr basée sur les principes et les valeurs de l'éducation nouvelle. Alors très vite, les CMEA se sont développés puisque les valeurs que nous portions pour l'école se sont avérées tout aussi intéressantes dans le monde de la santé mentale, de la psychiatrie, et puis ensuite après dans le champ de la petite enfance, et puis au fur et à mesure dans le champ de la jeunesse, et puis voilà. Donc les CMEA se sont très très rapidement diversifiés et couvrent aujourd'hui de nombreux champs d'intervention, notamment le champ du travail social, le champ des pratiques culturelles, le champ des loisirs, bien sûr, le champ de la formation continue des enseignants et des acteurs de l'éducation. Et nous avons depuis toujours, en fait, centré nos moyens d'intervention sur la formation,
en pensant que c'est grâce à la formation et par la formation des praticiens de l'éducation que l'on peut changer, faire évoluer les systèmes dans lesquels nous sommes engagés et parfois un peu englués. Voilà ce que je peux dire pour rapidement pour situer un Oui. peu les CMA, leur origine et leur motivation première. Ah bon, merci pour cette première réponse qui s'achève justement sur la question, je dirais, que j'allais vous poser. C'est-à-dire, vous avez parlé d'engagement militant et de parcours militant. Et donc, j'ai deux questions en vérité. La première question, c'est une question personnelle. Quelle est l'origine dans votre perception, du moins dans votre récit personnel, quelle est l'origine de cet engagement militant qui vous a poussé depuis les débuts de votre parcours? C'est une rencontre. Euh, voilà, j'avais un père qui était enseignant, directeur d'école, et quand j'avais 17 ans, il m'a dit, écoute, tu devrais faire un stage de formation pour devenir moniteur de colonie de vacances. Ça peut être sympa, voilà, ça te permettra de gagner un peu d'argent, voilà. Et donc, je suis parti en stage. J'étais jamais parti en colonie de vacances de ma vie. Je n'avais jamais vécu de collectivité. Voilà, j'ai découvert un groupe de 50 stagiaires, une équipe de formateurs. J'ai découvert la vie collective, j'ai découvert la mixité, voilà, et surtout, dès le premier jour du stage, l'équipe de formateurs nous a demandé notre avis pour savoir comment il fallait qu'on organise la vie quotidienne. Vous savez, faire la vaisselle, faire le ménage, voilà. Et il y avait à l'époque des militants plus âgés que moi, des militants syndicaux qui étaient très engagés dans le domaine du politique. Et donc très très vite, je me suis trouvé embarqué dans les discussions, voilà, entre est-ce qu'il faut faire un tableau. Alors si on fait un tableau, on va être contrôlé. On est tous majeurs, on est tous responsables, voilà. Et donc entre autonomie, anarchie, tableau, contrôle, voilà, ça a été pour moi, ça a été une immersion brutale, mais qui m'a ouvert l'esprit, qui m'a ouvert les yeux, qui m'a aidé à grandir. Et quand je suis rentré du stage, ben voilà, j'avais découvert la vie presque. Voilà, et donc cet engagement-là n'a jamais failli. Voilà, j'ai encadré des centres de vacances plusieurs fois, 2 fois par an, et j'ai fait de nombreux stages de formation parce que c'était un univers merveilleux pour moi. D'accord. Et de l'autre côté, l'autre question qui est liée à celle-ci, mais qui n'est pas personnelle, en revanche, qui concerne les CMEA eux-mêmes, est-ce que, si j'ai bien compris, il s'agit d'une association qui est née en dehors et au dehors des institutions? Donc, une initiative d'enseignants et une initiative d'en bas, disons, mais en même temps, elle a été institutionnalisée après. Et donc, est-ce qu'il y a une histoire de cette institutionnalisation de votre point de vue? C'est-à-dire, où en est-on avec le rôle militant de cette association aujourd'hui par rapport aux structures de l'État, aux structures de l'école publique, etc. Vous mettez le doigt sur une question qui est très importante et qui agite encore aujourd'hui notre mouvement, mais comme beaucoup de mouvements d'ailleurs, hein, à la fois parce qu'effectivement nous sommes nés en dehors de l'école et que les CMA sont une association, un mouvement autonome avec un projet associatif autonome. Voilà. Ce projet est un projet ambitieux qui repose sur des valeurs fortes en matière d'éducation. L'éducation nouvelle, vous le savez, l'éducation active, c'est quand même aujourd'hui, c'est pas, ça domine pas dans la réalité éducative du monde. Donc on est quand même à contre-courant, en tout cas contre les courants dominants. Donc ce projet autonome subsiste encore aujourd'hui. Nous sommes une association autonome avec un projet indépendant. Mais pour autant, nous considérons que l'action que nous conduisons est complémentaire à celle des institutions. Autrement dit, le ministère de l'Éducation nationale français ne pourrait pas se passer aujourd'hui de l'action des CMA, mais comme d'autres mouvements qui se trouvent être complémentaires à la puissance publique. Et donc cette complémentarité, nous la revendiquons en tant que telle, donc à la fois autonomie et complémentarité avec le système, avec des enjeux éducatifs. Et donc, au titre de cette complémentarité, l'action que nous portons mérite d'être soutenue, et y compris soutenue économiquement, donc subventionnée
par le ministère de l'Éducation et d'autres ministères qui soutiennent l'action que nous conduisons. Donc il y a à la fois une forme d'indépendance dans le projet et en même temps une forme de reconnaissance de la pertinence des actions qui sont les nôtres. Je vais prendre un seul exemple. Quand les enfants sont en échec scolaire, en France, il existe des systèmes qu'on appelle des classes relais ou des ateliers relais, qui sont des espaces où effectivement on développe une autre pédagogie plus adaptée à des enfants qui sont en difficulté avec le système classique de l'école. Et ces pédagogies sont très majoritairement portées par des mouvements comme les CMA. Cette action, elle est reconnue par le ministère de l'Éducation nationale français, qui nous subventionne de moins en moins, faut le dire, mais qui en tout cas nous subventionne pour développer ces actions, avec bien sûr pour nous l'objectif que les enfants que nous accueillons dans ces espaces temporaires puissent réintégrer le système classique de l'éducation et donc poursuivre leur scolarité. Donc il y a à la fois indépendance et complémentarité par rapport aux institutions. Et ces espaces scolaires dont vous parlez ce sont des espaces scolaires en dehors de l'horaire de l'école ou en substitution temporaire des horaires. En substitution pendant un moment donné. Et donc, il y a des enseignants qui participent, mais on a des petits groupes, c'est une pédagogie qui est beaucoup plus active, une pédagogie réellement individualisée pour accompagner les élèves dans les matières où ils ont quelques difficultés, mais aussi les accompagner dans arriver à l'heure, se tenir correctement, respecter l'autre, dans le comportement du quotidien. Voilà. Mais c'est dans le cadre de l'institution. Bien sûr. Et j'ai deux questions encore qui proviennent exactement de votre réponse et j'essaye de les poser en même temps, même s'il s'agit de deux questions différentes. Mais d'un côté, vous avez parlé de cette complémentarité par rapport aux institutions et une question qui est très importante pour nous, c'est justement la question des échelles, comme on les définit, on utilise ce mot qui provient de la géographie, cette métaphore géographique des échelles, justement dans notre cadre théorique et pratique pour une éducation civique et citoyenne d'aujourd'hui, afin de souligner l'importance qui n'est pas simplement métaphorique en vérité, mais qui est littérale à notre avis, des différentes échelles, de la pluralité des échelles dans les cadres institutionnels, justement, et politiques et communautaires aussi de notre citoyenneté. Et donc, de là, mener cette question, lorsque vous parlez de complémentarité par rapport aux institutions, est-ce que les CMA, puisqu'ils sont une association française, ont une vision de leur propre mission, qui est une vision très liée à l'école publique nationale, donc à l'échelle nationale de la scolarité, tout simplement, ou bien il y a aussi une réflexion, une vision et des activités peut-être qui travaillent aussi sur d'autres échelles, c'est-à-dire en même temps des échelles supérieures du point de vue des territoires, je veux tout simplement dire, sans aucun sens hiérarchique, l'échelle européenne, l'échelle internationale, mais aussi les échelles inférieures, donc les échelles locales, régionales. C'est la première question. La deuxième question, si je peux la poser en avance, c'est en revanche le fait que vous avez souligné en même temps la nouveauté permanente, la nouveauté qui reste telle dans les méthodes, dans l'approche, dans la vision des CMEA par rapport à ce qui est la pratique dans l'école, la pratique courante dans les écoles. Mais n'est-il pas vrai en même temps que, du moins du point de vue des définitions, des mots-clés, du marketing aussi, de l'école et du marché éditorial, etc., beaucoup de mots, beaucoup de concepts, beaucoup de notions qui proviennent justement de l'éducation active ont trouvé non pas seulement un espace, je dirais, mais ils dominent donc superficiellement du dehors de ce système scolaire
pas seulement en France, on dirait que l'éducation active, l'éducation nouvelle a vaincu sa bataille. Il y a peut-être un petit problème de connexion, mais oui, on est là toujours. Peut-être a vaincu sa bataille, je disais. Et donc, pouvez-vous nous expliquer mieux pourquoi vous croyez en revanche que la nouveauté est toujours là et la mission militante est toujours vraiment révolutionnaire? Ce sont deux questions. J'espère ne pas avoir trop compliqué, Non, mais non, non, ça va, je prends des notes. okay. Alors, les CMA sont présents sur 3 niveaux, en fait. Vous avez parfaitement illustré ces 3 niveaux. D'abord, le niveau 1, d'abord, c'est pas hiérarchique, hein, mais en tout cas, un niveau national, puisque effectivement, aujourd'hui, alors c'est très français, en tout cas, c'est lié à la situation française, hein. Un niveau national, parce que aujourd'hui, ben voilà, il y a un ministère de l'Éducation nationale et que ce ministère a des enjeux et porte une orientation forte pour l'ensemble du système éducatif national français. Donc, on doit forcément travailler à l'échelle nationale et être en lien avec ce ministère pour essayer d'influer ou en tout cas de contribuer à la réflexion politique. Voilà, c'est plus ou moins facile suivant la nature des gouvernements, bien sûr, qui se sont succédés. Ensuite, un deuxième niveau qui est un niveau régional, voire un niveau local, puisque même s'il y a une politique nationale, il y a quand même des territoires aux réalités très très différentes en France. Et donc aujourd'hui, il y a bien sûr les déclinaisons, la traduction au plan territorial, au plan local des instructions ou des orientations nationales n'est pas de même nature partout dans tous les territoires. Et donc il y a forcément pour nous une nécessité d'adaptation des actions que nous conduisons en fonction des territoires. Hein. J'habite à Lyon, la région Auvergne-Rhône-Alpes, entre les territoires auvergnats et le territoire rhône-alpin, on n'est pas dans les mêmes réalités, entre un monde rural, un monde périurbain, voilà. Donc il y a forcément ce deuxième niveau, et d'ailleurs les CMA au plan administratif sont structurés en associations régionales, donc c'est un réseau d'associations qui constitue le mouvement national français, mais très très vite, nous nous sommes investis sur la dimension européenne et internationale. Il y a, Enrico vous l'a dit, il y a une fédération internationale des CMA qui est née très vite, hein, en 1954, je crois, de mémoire. Donc extrêmement rapidement, nous sommes ouverts à l'international et notamment d'ailleurs avec l'Italie, puisque les évolutions que j'évoquais quand j'évoquais la diversification des champs d'intervention avec la santé mentale et la psychiatrie ouverte, c'est en Italie qu'elle s'est fortement développée et c'est donc en Italie très vite que les CMA ont existé et ont porté ce que nous construisions dans l'école sur la vie collective, le rapport à l'autre, la place de la vie quotidienne, ça a intéressé très vite des psychologues et des personnels du monde de la santé mentale et de la psychiatrie, à l'époque où on parlait de psychiatrie ouverte pour ouvrir les asiles et voilà. Donc les 3 niveaux sont extrêmement interdépendants et c'est extrêmement important que nous soyons capables, encore aujourd'hui, de faire vivre et dialoguer ces 3 niveaux, du local à l'international et de l'international au local. Il y a dans le monde d'aujourd'hui, peut-être on y reviendra après, mais cette nécessité absolue de ne pas s'enfermer dans une approche trop locale, mais au contraire de regarder comment les choses s'articulent et dialoguent entre elles, entre enjeux européens et internationaux et enjeux locaux, notamment sur le champ de l'éducation. Mais je voudrais dire que je ne parle pas que de l'école. Je sais qu'on est beaucoup attaché à la question de l'école, mais quand on parle d'éducation nouvelle, on parle d'une approche globale de l'éducation. Et donc, on parle aussi de culture, on parle de travail social, de santé mentale, on parle d'animation. Vous voyez ce que… Et donc, c'est cette approche globale qui est une force en réalité. Quand on nous entraîne à ne penser que l'école, nous militons pour penser l'école dans son rapport avec son environnement. Et là aussi, c'est ce dialogue entre l'école, l'espace formel d'éducation et les espaces non formels, ou en tout cas qui ne sont pas de même nature, c'est ce dialogue-là qui constitue un vivier extrêmement fort de renouvellement. Et la question de l'éducation nouvelle sans cesse renouvelée,
Elle se construit autant dans l'école par des militants enseignants, quels que soient les niveaux, mais aussi dans le champ de la culture, dans le champ de la santé mentale, dans le champ du travail social, dans le champ de l'approche internationale. Et donc, c'est une force extrêmement importante que de parler d'éducation nouvelle, au sens où ça considère l'ensemble des terrains de l'éducation. Et puis, vous avez raison, nous nous sommes fait récupérer beaucoup de valeurs, beaucoup de mots, voilà, et ça, c'est la force d'un système qui n'est pas le nôtre, que de pouvoir effectivement reprendre à son compte des concepts ou des mots-clés qui sont nés, euh, portés par les militantes et les militants de l'éducation active. Voilà, la question du pouvoir d'agir, de l'empowerment qu'on a vu ressurgir il y a quelques années, ça n'est ni plus ni moins que le principe de base de l'éducation active qui vise et qui promeut l'émancipation de chacune et de chacun. Voilà, donc effectivement, on se fait récupérer assez massivement des concepts, des mots de vocabulaire, mais ce que nous gardons, c'est quand même la force de nos pratiques. C'est-à-dire que c'est vraiment par la force de nos pratiques que l'on arrive à démontrer au quotidien la pertinence des principes et des valeurs qui sont les nôtres. Bien, vous avez raison, cette réflexion sur l'éducation comme un champ beaucoup plus large que celui de l'école est effectivement très intéressante pour nous. Nous la partageons totalement et de là dérivent deux autres questions alors que je vais vous poser, c'est-à-dire la première, cette fois je vais vous poser seulement la première, puis après la deuxième, mais la première question est la suivante. Si cette éducation est définie active, ce mot, cette qualification devrait porter et porte bien sûr aussi sur un activisme par rapport aux institutions elles-mêmes. Donc, à l'organisation du pouvoir public lui-même sur plusieurs échelles, bien sûr, pas seulement donc dans une perspective de régime ou d'organisation dans une échelle, à une échelle comme l'échelle de l'État, par exemple, mais sur plusieurs échelles. Or, nous sommes convaincus que une caractéristique, disons, une composante peut-être manquée, de notre point de vue, je dirais manquée, des pédagogies critiques en général, pas seulement donc de l'éducation active, mais de toutes les pédagogies critiques qui se sont développées au XXe siècle surtout, a été un manque de focalisation, de mise en lumière suffisamment, du moins, de l'importance des contradictions qui concernent exactement les rapports entre les échelles institutionnelles dans lesquelles est organisée notre vie collective et en particulier, notamment donc, du point de vue de la démocratie, du développement de la démocratie. Car nous avons ici en Europe, par exemple, des échelles institutionnelles dans lesquelles nous pouvons affirmer que, du moins, en principe, on vit dans un système démocratique. Puis, bien sûr, il faut voir la signification substantielle de cette démocratie au jour le jour et par nos pratiques, justement. Mais en principe, on a la démocratie, on a obtenu la reconnaissance collective de certaines valeurs et principes et aussi de certains mécanismes de fonctionnement de la société. Et il y a d'autres échelles en même temps pour un citoyen européen quand même qui ne sont pas du tout ou pas encore complètement démocratiques dans leur fonctionnement institutionnel. Et donc, il y a là une contradiction évidente, à notre avis, et comment former, comment éduquer à une citoyenneté active sans reconnaître, discuter et essayer aussi de réfléchir sur les changements à apporter à cette organisation-là. Donc, ce n'est pas exactement une question, mais est-ce que, de votre point de vue, cette perspective-là est une perspective
qui est déjà présente dans la vision des CMEA, par exemple, et du mouvement européen des CMEA, ou pas encore si clairement, même si elle est intégrable dans leur vision, ou pas du tout intégrable, car elle est en contradiction avec quelques valeurs ou quelques principes de votre mouvement. C'est la première question. En fait, vous posez très justement les termes des contradictions, ou en tout cas des zones un peu de friction. Mais je vais vous faire une réponse peut-être qui ne va pas vous satisfaire complètement. Mais quand on parle des CMA, pour ne parler que des CMA pour l'instant, mais quand on parle des CMA, on parle d'un mouvement qui s'est centré sur les questions d'éducation. Et donc, bien sûr que l'éducation active est politique. Le projet de l'éducation nouvelle est un projet politique. C'est un projet subversif. Donc, on est né sur ce compromis et cette tension permanente, c'est-à-dire à la fois de continuer à affirmer que le projet d'éducation nouvelle est un projet politique subversif, puisque nous voulons former des citoyens émancipés et donc donner à chacune et à chacun les moyens de comprendre le monde dans lequel il vit pour agir dessus, et dans le même temps de vivre dans ce monde-là, et donc d'être dans un système de compromis un peu permanent. Donc cet enjeu politique autour des questions de démocratie est un enjeu essentiel aujourd'hui. On parle aujourd'hui après à 49.3 sur la réforme des retraites en France. Donc voilà, l'enjeu démocratique est posé à l'échelle française. Donc voilà, c'est un clin d'œil. Mais quand on parle et plus on s'éloigne du quotidien des citoyens, plus c'est complexe. Citoyenneté européenne, il faut quand même être un peu convaincu et un peu au fait d'un certain nombre de choses pour en comprendre le sens. Quelle est la place de l'Europe dans mon quotidien? Quand je suis un citoyen lambda, je ne le mesure pas tout de suite. Donc, et c'est pour ça que les CMA ont travaillé depuis toujours à la question de l'éducation à l'Europe. Voilà, c'est comment est-ce qu'on peut donner aux citoyennes et aux citoyens les moyens de comprendre à la fois le projet politique de l'Europe dans sa philosophie première et en même temps dans ce que ça représente au quotidien pour chacune et chacun d'entre nous. Et ça, c'est quelque chose qui est compliqué. Donc, citoyen du monde, citoyen européen, ça peut devenir des mots creux si derrière on n'y associe pas les éléments d'une meilleure compréhension. Donc, en fait, on est sur un projet qui nécessite de pouvoir accepter des compromis. Voilà. Et le fait aussi qu'en tant que mouvement, les CMA n'ont pas vocation aujourd'hui à prendre la parole sur une dimension politique qu'on pourrait qualifier de politicienne au sens, vous voyez ce que je veux dire. Par contre, oui, les valeurs éducatives que nous portons, l'éducation active est une éducation subversive. L'éducation nouvelle est un projet politique subversif. Et il nous faut assumer cette dimension-là. Parce qu'effectivement, donner aux gens les moyens de comprendre le monde pour agir dessus, eh bien, c'est une ambition éducative qui n'est pas portée par les systèmes de dominants et les systèmes de classes dominantes aujourd'hui. Oui, bien sûr. Bon, je suis en train de réfléchir s'il est bien de continuer sur ce, mais peut-être c'est mieux, oui, on va fermer ce thème-là et peut-être si nous en aurons l'occasion et vous êtes disponible, peut-être on va faire une deuxième rencontre pour discuter de l'Europe en particulier, ce qui serait très intéressant de notre point de vue. Mais oui, oui, Daniela me suggère une question, j'en avais une autre, donc je vais le mélanger peut-être, car la question de Daniela concerne les médias et donc les moyens de communication, puisqu'on parle d'éducation en général, on sait très bien que les médias jouent un rôle vraiment décisif aujourd'hui en nos sociétés, surtout après cette invention technologique liée à l'informatique d'abord et aux smartphones portables et aux réseaux sociaux, etc., qui aujourd'hui dominent absolument la culture des jeunes, par exemple, la formation de la culture des jeunes. Et ce qui se lie aussi à ma question, qui était plus en général, quelles sont les autres agences éducatives dans nos sociétés qui ne sont pas forcément alignées et qui ne sont pas du tout
aligné, je dirais, sur la vision des CMEA et de l'éducation active, de cette subversivité dont vous nous parliez. Car il faut le reconnaître, d'autres agences éducatives qui, d'un côté, sont plus puissantes peut-être de l'éducation publique aujourd'hui, désormais, et en même temps n'ont pas un agenda, leur agenda ne consiste pas du tout, je dirais, dans cette vision d'émancipation personnelle, de création d'autonomie subjective, etc. Et donc, est-ce qu'il y a, mais je pourrais poser la question aussi en d'autres termes qui sont peut-être utiles pour mieux nous comprendre aussi, et pour nos spectateurs aussi, c'est-à-dire l'éducation nouvelle en tant que projet éducatif et politique à la fois, comme toute éducation, car je dirais que toute éducation a un projet politique, explicite ou pas, donc ce n'est pas une chose étrange ou bizarre, mais se reposer sur une certaine vision et analyse de la société qui remonte à il y a un siècle peut-être, ou peut-être à quelque chose de plus aussi. Il remonte aux luttes du 19e siècle. Et donc, est-ce que cette analyse, est-ce que cette vision aujourd'hui repose sur des analyses nouvelles? Quels sont aujourd'hui, on pourrait dire les ennemis, mais je dirais, quels sont aujourd'hui les points les plus importants de votre analyse du monde dans lequel il faut éduquer, il faut pratiquer l'éducation active? Alors, sur la question des médias, pour reprendre votre première interrogation, la question des médias, elle est effectivement très très importante aujourd'hui. Elle a pris forcément une place majeure avec les réseaux sociaux et tout ça, et notamment l'apparition des fake news. Bon, euh, depuis très longtemps, les CMA ont travaillé, mais pas que nous, hein, mais ont travaillé sur ce qu'on appelait à l'époque l'éducation critique aux médias. C'est-à-dire déjà à l'époque, on avait travaillé sur des outils de promotion permettant de comprendre et d'analyser un petit peu les images et les commentaires d'un journal télévisé, par exemple, pour regarder comment la même image d'un journal télévisé à l'autre prenait tout d'un coup un sens différent. Donc cette capacité à pouvoir porter un regard critique sur l'information à laquelle on a accès, c'est une action qui n'est pas nouvelle, mais qui a pris forcément de la place et de l'ampleur avec l'apparition des réseaux sociaux, des plateformes et notamment le fait que les jeunes, mais pas que hein, d'ailleurs, aient accès aujourd'hui à tout et n'importe quoi. Donc, comment peut-on éduquer aujourd'hui pour qu'on puisse permettre aux personnes de comprendre la nature de l'information et savoir faire distinguer le vrai du faux est un véritable enjeu. Donc, nous y sommes engagés très fortement et avec d'autres mouvements qui sont des mouvements de jeunesse, des mouvements d'éducation aujourd'hui. On intervient dans le système scolaire auprès des enfants, des jeunes, des parents, bien sûr, pour essayer d'éduquer à chaque fois qu'on le peut et pas uniquement dans une logique de prévention des risques, mais aussi dans une logique de comprendre et de pouvoir appréhender les bons usages. Donc, comment les CMA organisent un festival international du film d'éducation. À chaque fois, on mobilise des jeunes pour justement créer et animer les pages Facebook et les pages des réseaux sociaux. C'est une occasion d'apprendre à ce qu'on a le droit de publier, pas le droit, à quelles conditions, le droit à l'image, voilà. Et donc, on essaye d'éduquer plutôt pour ne pas être uniquement dans une logique de prévention des risques. Il y a des risques, c'est vrai, mais quand c'est bien utilisé, c'est aussi des moyens de communication qui peuvent être assez pertinents, assez merveilleux. Donc, comment peut-on travailler pour mieux comprendre les bons usages? Donc, la place des médias est importante aujourd'hui, et donc c'est une éducation là aussi sur laquelle nous sommes engagés. Alors, la question des ennemis, je ne veux pas faire le lien avec les médias, mais la question des ennemis, ou en tout cas des risques, comment dirais-je, on est dans un monde, l'Europe en particulier, où d'une part, la question des valeurs que nous portons sont quand même très largement bafouées. Voilà, la montée des populismes partout en Europe repose sur des valeurs d'exclusion, de rejet, de communautarisme, de racisme par endroits. Enfin voilà, de ce point de vue-là, c'est assez dramatique dans l'image que l'on peut en avoir, même si bien sûr le monde n'est pas fait que de ça. En tout cas, de façon majoritaire, c'est un peu ça qui en ressort.
Donc nous sommes à contre-courant quand on porte aujourd'hui les valeurs de solidarité, d'interculturalité, de coopération et d'entraide dans un monde où effectivement c'est la logique de l'auto-entrepreneuriat qui domine, où l'évaluation est quasi quotidienne, permanente, où effectivement c'est voilà, donc on est à contre-courant dans les valeurs dominantes. Donc ça c'est une première. Nos ennemis sont partout. Et puis je pense majoritairement dans les systèmes éducatifs, c'est le monde marchand qui s'en empare. La question de la privatisation aujourd'hui du champ de l'éducation est une question centrale. Dans beaucoup de pays du monde aujourd'hui, les logiques privées dominent. Beaucoup d'États n'ont plus de ministère de l'éducation, ont confié au secteur privé l'organisation de leur système éducatif. Voilà, des plateformes, des tablettes, des logiciels tout faits, des programmes préétablis. Et donc, c'est la question du rapport à la marchandisation de l'éducation qui est aujourd'hui pour nous un enjeu central. Alors, on pourrait dire qu'en France, on est un peu protégé, mais c'est pas le cas. C'est sans doute moins fort en France que ça peut l'être dans les pays d'Afrique. Mais regardez ce qui se passe dans beaucoup de pays d'Europe et dans l'Italie en premier lieu, aussi sur l'apparition du secteur marchand dans le monde des loisirs et aujourd'hui de plus en plus dans le monde de l'éducation formelle, où effectivement beaucoup de séquences, de projets sont confiés à des startups, à des auto-entrepreneurs. Voilà. Et donc, je dirais le principal ennemi aujourd'hui, en tout cas le principal danger pour nous, et dans un rapport de force que l'on sait en notre défaveur, c'est le rapport au monde privé, au monde marchand. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui sur le numérique. Il a fallu quand même un certain nombre d'années pour que petit à petit, y compris les institutions et les États, commencent à mieux considérer le monde du libre, quand Microsoft était omniprésent, omnipotent sur l'ensemble des marchés. Et derrière le monde du libre, c'est pas tellement la question des logiciels qui se pose, c'est la question du rapport citoyen. Et c'est derrière cette privatisation ou cette place croissante du monde marchand dans le champ de l'éducation se jouent très fortement des enjeux de citoyenneté. Voilà, comment en tant que citoyen aujourd'hui je peux garder le pouvoir sur mes données, comment je peux comprendre ce que je fais pour ne pas subir uniquement ce que l'on m'impose à travers des logiciels ou des plateformes qui me sont imposées. Voilà, ces questions-là sont des questions éminemment politiques et qui ont à voir avec l'éducation active, l'émancipation et un projet citoyen. Donc voilà, mon principal ennemi aujourd'hui, pour moi, c'est le monde marchand. L'ennemi politique a toujours existé. Voilà, on a toujours eu les ennemis politiques, donc Oui. c'est pas nouveau. Oui, oui. Oui, bien sûr. Disons que notre perspective est exactement complémentaire à celle-ci, car ce que nous ajoutons à cette analyse, c'est simplement le fait que si le monde marchand a pu devenir en tel un ennemi puissant, c'est aussi parce que il y a quelque chose qui s'est passé par rapport au pouvoir public, par rapport au pouvoir des pouvoirs publics, en faisant un jeu de mots. Et ce pouvoir public dont je parle, le problème qu'il a se joue justement sur la question des échelles de notre point de vue et pas seulement ou pas simplement sur la question des classes politiques, des classes dirigeantes, de la qualité des classes dirigeantes, des visions, des idéologies, etc., des classes dirigeantes à l'échelle nationale. Car c'est l'échelle nationale que nous avons dans nos têtes, surtout et toujours, mais en même temps, il faut reconnaître que le pouvoir marchand dont on parle est de plus en plus un pouvoir mondial ou continental et parfois plus puissant que le pouvoir, très souvent désormais, plus puissant que le pouvoir public nationaux, même en parlant non pas seulement des États européens, mais même en parlant d'États comme les États-Unis eux-mêmes, donc des États de taille continentale. Et on n'a pas, c'est pour cette même raison que la question de la démocratie sur l'échelle européenne pose une question vraiment centrale de notre point de vue, justement par rapport au pouvoir des marchés. Et il faudrait ajouter aussi que depuis les dernières
disons, la dernière décennie, mais peut-être les 2 dernières décennies, il y a eu aussi quelque chose de différent encore, qui est une sorte de infiltration. Je ne sais pas si on peut utiliser Oui, oui, cette métaphore-là. oui. Oui, des institutions européennes eux-mêmes par ces pouvoirs-là, par ces Sûr. pouvoirs, oui, en jouant sur le fait que l'Union européenne est dans une sorte de compromis entre la création d'une démocratie sur l'échelle continentale d'un côté et de l'autre côté cette création technocratique, institutionnelle, bureaucratisée, etc. En jouant sur cela, nous avons en même temps des espaces ouverts à l'usage des institutions publiques pour des finalités privées, de marché, en fait, et en même temps, cela peut effectivement nourrir les populismes et l'illusion du retour aux pouvoirs nationaux. Et donc, à quelque chose qui n'est pas la solution. Mais donc, j'anticipe la deuxième rencontre peut-être. Donc, c'était tout simplement pour mieux nous expliquer. Notre dernière question pour vous, dans cette vidéo du moins, est une question qui concerne en revanche quelque chose qui donne un nouveau élan à l'éducation nouvelle dans une échelle qui est exactement celle de l'Europe et donc qui nous intéresse en particulier. Je fais référence à Convergence. Vous avez mentionné tout simplement Convergence pour une éducation nouvelle au début de notre dialogue. Est-ce que vous pouvez mieux nous expliquer de quoi il s'agit et dans quelle manière cette initiative peut intéresser aussi directement les enseignants et les enseignantes en Italie, par exemple, partout en Europe? Ouais. En fait, l'idée est relativement, elle est simple, hein. Cette idée, elle date de 2015. Voilà. Elle part effectivement à l'origine des CMEA français. Et à l'époque, donc j'en suis le directeur général et on fait partie de beaucoup de collectifs en France. Voilà, des collectifs d'associations complémentaires de l'école publique, des collectifs d'organisation dans l'économie sociale, des collectifs d'organisation pour s'occuper des vacances, enfin pour promouvoir le droit au départ en vacances. Nous sommes dans beaucoup d'espaces collectifs parce que moi je suis convaincu que c'est par la force du collectif qu'on peut faire avancer les choses. Et en fait, le constat, c'est de se dire, mais finalement, il n'existe pas un espace collectif qui rassemble des organisations dont les références politiques sont celles de l'éducation nouvelle et de l'éducation active. Donc, il faut essayer de créer ce nouvel espace collectif identitaire du point de vue des valeurs et des principes du quotidien portés dans nos projets politiques respectifs. C'est comme ça que nous sommes 8 organisations à organiser en 2017 la première biennale internationale de l'éducation nouvelle. Nous renouvelons cette opération en 2019 avec plus de monde. Et puis, on imagine se projeter en 2021. Et 2021, vous le savez, c'est l'anniversaire des 100 ans du Congrès de Calais. Et donc là, on se dit, bah, peut-être qu'effectivement, il faut faire un truc qui, à la fois, il faut que la biennale puisse exister, mais il faut qu'on crée quelque chose. Et c'est comme ça qu'on crée Convergence pour l'éducation nouvelle, avec cette ambition un peu folle de dire, est-ce qu'on est capable en 2021-2022 de recréer ce que nos ancêtres avaient réussi à faire en 1921, c'est-à-dire un espèce d'élan international, de bouillonnement international qui rassemble le plus grand nombre possible d'organisations dont les pratiques se réfèrent à l'éducation active et à l'éducation alternative. Donc voilà comment Convergence est née. Donc il y a eu le Covid, donc effectivement la dernière biennale a eu lieu en 2022. Et nous sommes aujourd'hui 25 organisations à faire partie de cette nouvelle dynamique internationale qui est Convergence pour l'éducation nouvelle et qu'on espère demain y accueillir encore d'autres mouvements dont on sait qu'ils existent dans les territoires de nos pays respectifs et peut-être qu'il manque aussi pour eux cet espace un peu pour pouvoir à la fois se retrouver un peu au chaud entre nous et en même temps être capable de remettre sur la place publique le fait qu'on existe
et les valeurs et les combats qui sont les nôtres. Et nous sommes très convaincus qu'il s'agit vraiment d'une initiative intéressante dont on espère avoir d'autres occasions pour en approfondir la nature et aussi peut-être pour y contribuer directement. D'autant plus qu'elle se place au cœur, je dirais, aussi de cette initiative politique au niveau européen dont la Commission européenne parle depuis quelques années, c'est-à-dire la création d'un espace européen de l'éducation pour les niveaux scolaires aussi du primaire et du secondaire, pas seulement pour l'université. Et bien sûr, l'éducation n'est pas l'école, l'école est quelque chose de plus petit à l'intérieur. C'est une complémentarité, comme vous l'avez dit, et nous sommes absolument d'accord. Mais en même temps, il faut dire que cette initiative-là, ce type d'association d'espace de condivision et de relance de l'approche active à l'éducation pourrait jouer aussi un rôle dans les politiques éducatives et donc dans le type, dans les détails qui sont toujours très importants de la construction de cet espace afin qu'il ne s'agisse pas d'un espace, encore une fois, de standardisation tout simplement lié et voué au marché, voué à la compétition, voué au marché du travail en particulier, etc. Ce qui a été malheureusement la véritable, jusqu'ici du moins, le véritable but des politiques éducatives depuis quelques décennies, ce qui n'a pas joué le bon rôle pour l'école publique d'un côté et pour l'éducation sociale en général. Donc, bon, nous terminons, je crois, ce dialogue et cette interview en souhaitant de pouvoir le renouveler et le continuer encore. Bien sûr, et puis vous avez raison. Moi, je pense il faut renouveler. Le prochain grand rendez-vous, bien sûr, c'est la prochaine biennale en 2024. Elle aura lieu donc aux vacances de Toussaint françaises en 2024 et ce sera à Nantes, dans la région des Pays de la Loire, donc en France Oui. cette fois-ci. Alors qu'en 2026, nous serons plutôt sur un pays hors zone Europe. Voilà, pour continuer à renforcer la dimension internationale. D'accord. Et ensuite, Convergence a Enrico vous l'a dit, je crois, dans son propre entretien, il y a aussi une ambition politique de Convergence aujourd'hui à essayer justement d'exister à la fois auprès des institutions de nos pays respectifs, mais aussi à l'échelle européenne, pour montrer qu'on existe et qu'on peut imaginer et on peut apporter une autre façon de penser et d'agir l'éducation aujourd'hui. Bon, très bien. On aura l'occasion d'en discuter, car notamment dans notre projet européen, dans le cadre duquel, qui est un projet de Jean Monnet Teacher Training, donc de formation des enseignants Jean Monnet. Nous avons aussi parmi nos objectifs ceux d'une non, c'est pardon, le policy paper. Comment appelle-t-on le policy paper en français? Je ne sais pas, mais prise de position politique, disons, une sorte de. D'accord. Donc, pour le niveau italien et pour les niveaux européens, il serait, je crois, très important et très intéressant d'essayer de le construire ensemble. Donc, avec les associations italiennes qui font partie de Convergence d'un côté et avec Convergence pour le niveau européen. Très, très intéressant. Notre projet se déroule jusqu'à la fin de 2024 et donc on pourrait effectivement y travailler. Et bon, c'est un souhait, du moins. À votre disposition, voilà. Merci beaucoup vraiment pour votre temps, pour vos réponses, pour toutes ces informations et pour votre engagement surtout, que nous partageons totalement. Donc, merci et merci à vous. très bientôt. Avec plaisir. J'ai terminé.